Et puis donc toujours sur la neige, un champion français champion du monde, c'est en ski acrobatique, une discipline pour la première fois présente aux prochains Jeux Olympiques d'Albertville. Ce champion, Edgar Gros-Piron. Je me souviens encore, elle égrenait les notes de mon carnet. Mais Gros Piron, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Great job! Nice! Bonjour Edgar. Bonjour Olivier. Alors c'est vraiment un immense plaisir que de te recevoir en fait aujourd'hui. Ce que je te propose en fait, c'est de faire une espèce de petit fast pitch résumé de ta carrière avant de te poser quelques questions. Donc tu as été le premier champion olympique de la discipline en fait de boss en 92 à Albertville. Tu as été champion du monde. Je lisais dans l'Express, on te qualifiait de le roi de la flexion et du rebond. Tu as été ensuite commentateur, conférencier, tu interviens beaucoup sur la motivation individuelle et collective. Tu as aussi été associé fondateur d'un cabinet de conseil en stratégie, tu as fait de la start-up, tu as été ambassadeur pour la candidature de la ville d'Annecy pour les JO 2018 avant d'être directeur de la candidature. Tu es aussi chevalier de la Légion d'honneur. Bon, j'ai envie de te dire quel parcours incroyable. Et donc, ma première question, Edgar, c'est, voilà, tu as un des plus beaux palmarès du ski français. Si tu devais retenir un truc, tu retiendrais quoi? Justement, celui-là. C'est-à-dire que le palmarès qui a marqué l'histoire de ce sport, même si j'ai été dépassé depuis par un Canadien, un Québécois là très récemment. Euh, Pourquoi je dis ce palmarès? Parce que, en fait, si tu m'avais dit au début de ma carrière, tu seras champion du monde, je t'aurais dit, waouh, ça m'aurait suffi, ça aurait suffi à mon bonheur. Puis en fait, j'ai été champion du monde 3 fois, champion olympique, médaille olympique aussi, gagné la Coupe du Monde, un nombre impressionnant de, comment dire, de victoires en Coupe du Monde et de podiums en Coupe du Monde. Je crois que les stats, c'était 50% de victoires et 70% sur le podium. Et ça, si on me l'avait dit avant, au démarrage de ma carrière, je t'aurais dit, c'est pas possible. Parce que quelque part, tu gagnes une fois, tu te dis, ouais, c'est chouette de l'imaginer, mais de gagner autant, en fait, tu t'aperçois c'est plus une question c'est plus une question de chance, il n'y a plus une question de hasard. C'est quelque part, je dirais qu'il y a presque une méthode qui fait que ça marche. Et c'est cette méthode-là qui, finalement, aujourd'hui, je me dis, ah ouais, c'est chouette d'avoir trouvé les clés qui font que ça marche. Alors, ce qui m'a marqué en fait quand j'ai écouté un petit peu tes différentes interventions, c'est que tu disais le ski, c'était 5 minutes de plaisir par jour et tout le reste, c'était de la frustration. Donc, tu parles de la musculation, tu parles de toutes les privations qu'il peut y avoir en fait dans l'hygiène de vie. Euh, et donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour être motivé en permanence pour ces 5 minutes-là qui finalement vont un peu décider de ta trajectoire et de ta carrière, quoi. Ouais, c'est vrai que si vous prenez une journée type à l'entraînement, on skie une descente, ça fait 30 secondes. On en fait une dizaine à fond chaque jour à l'entraînement. Ça représente 2 heures d'entraînement, plus derrière encore euh, de l'échauffement. Puis grosso modo, c'est 4 heures de ski chaque jour, plus encore 4 heures de préparation physique chaque jour. Donc, 10 descentes de 30 secondes pour tout le reste. 10 descentes de 30 secondes, ça fait 5 minutes. Puis tout le reste, c'est de la contrainte avec la frustration qui peut aller avec. Et en fait, la subtilité, c'est d'arriver à transformer la contrainte en quelque chose qui ne soit pas justement frustrant, mais quelque chose qui soit de l'ordre du jeu et qui soit plaisant en tout cas à faire. Et pour arriver à faire ça, il faut concentrer, en tout cas moi j'ai cherché à concentrer mon attention, mon énergie euh, et comment dire, ma recherche de solutions pour transformer la contrainte que pourrait être par exemple la pression d'enjeu
en me concentrant non pas sur la pression de l'enjeu, mais sur la pression que moi je vais mettre sur le jeu. Et le jeu, c'est le métier. En cherchant à faire que le résultat, c'est une chose, mais ça n'est que l'expression de mon potentiel. Je ne contrôle pas le résultat parce que c'est la conséquence de ma capacité à exprimer mon potentiel. Donc, je me concentre sur mon potentiel, l'expression de mon potentiel. C'est-à-dire que quelque part, le succès n'est qu'une conséquence, donc je ne cherche pas à réussir. Ce que je cherche, c'est à progresser. Vous voyez? Et donc, en fait, je suis toujours concentré sur des choses que je contrôle, que je maîtrise et qui m'apportent plus de plaisir que de frustration. Je pourrais vous dire aussi que j'avais des forces et des faiblesses. Bah, j'ai plutôt passé mon temps à travailler et cultiver, développer mes forces plutôt qu'à comment dire, chercher à corriger mes faiblesses. Il y a aussi le fait de gagner, c'était bien, c'est toujours bien, puis quelque part on se dit qu'on le fait pour ça, mais la manière de gagner est plus importante. Donc c'est toute l'éthique. Donc il y a gagner et réussir, c'est deux choses qui sont différentes. Est-ce qu'on est là pour gagner à tout prix ou est-ce qu'on a envie de réussir dans un cadre de valeur qui fait qu'on va être fier de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait. Et puis, on ne travaille pas seul, on travaille en équipe. Et là, la relation positive est hyper importante. Et quand il y a de la pression d'enjeu, ben, on a vite fait de faire la gueule. Parce qu'on peut vite rentrer dans les conflits, parce que les enjeux font que, du coup, ça fait monter la pression émotionnelle, la peur, les doutes, etc. Et face à ça, ben, ça peut tirailler les relations. Du coup, est-ce qu'on se concentre, est-ce qu'on fait la gueule ou est-ce qu'on fait la fête? Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait, enfin, j'ai été connu et reconnu pour être quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, mais je faisais pas n'importe quoi. Moi, c'était la fête pour remercier les gens qui m'avaient aidé à réussir, parce que en fait, je me suis aperçu que c'était plus facile de purger les conflits autour d'une bonne bière qu'essayer de les foutre sous le tapis. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est-à-dire la manière dont tu concentres ton énergie, ton attention sur les choses positives que tu contrôles, va transformer les contraintes en quelque chose de plutôt agréable, moins contraignant en tout cas, plutôt agréable, moins frustrant et plutôt sympa à vivre. Alors, il y a un truc très français dans le sport, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont très très bons et qui souvent en fait sont pas là le jour où il faut être là. Donc dans les grands rendez-vous. Et toi en fait tu dis un truc qui est assez marquant. Tu dis pour gagner, les gens ont besoin d'avoir confiance en eux. Et moi je me rappelle de toi en fait systématiquement où on se disait mais Edgar il peut pas perdre, c'est pas possible. Il va forcément en fait gagner. Donc la question en fait c'est tu dis on n'est pas champion, mais comment est-ce qu'on construit cette confiance et comment est-ce qu'on fait que le jour où il faut être là, le jour où il faut gagner, on est présent. Non, c'est sûr qu'on ne naît pas champion, qu'on le devient et que c'est la confiance. Alors, ce que je dis là, c'était une évidence. Hein, les champions sont ceux qui ont confiance. Bah oui, c'est une évidence. Donc, c'est enfoncer une porte ouverte. Quelque part, l'intérêt de dire ça, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui vient derrière. Et c'est effectivement ta question, comment on construit cette confiance. Donc, d'abord, la confiance, c'est très relatif. C'est très, très relatif. Je peux avoir confiance en moi à dévaler une piste de boss en 30 secondes, alors que d'autres vont se dire, mais tu prends des risques incroyables, alors que pour moi, non, parce que j'ai une maîtrise des gestes techniques qui vont me permettre de le faire. Puis, à côté de ça, tu vas me mettre dans une situation où je ne vais pas avoir confiance parce qu'en fait, je n'ai pas la maîtrise technique. Donc, d'abord, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. La confiance est relative et elle est relative à ton niveau de compétence dans un domaine donné. Après, ce n'est pas parce que tu as un haut niveau de compétence dans un domaine donné que tu es capable d'exprimer cette compétence dans un moment à fort enjeu. Le moment à fort enjeu, il vient il vient soulever en fait des peurs qu'on peut avoir par rapport à la peur de réussir, la peur de perdre au moment où on pourrait réussir.
où la peur de réussir, c'est un peu le bras qui tremble. Voilà, au moment où on peut transformer le truc, d'un coup, on va s'écrouler parce que derrière, on se dit, enfin, il y a la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de résultats, de performance. Il vient s'ajouter la peur de décevoir. Enfin, bref, il y a tout un tas de peurs qui peuvent venir en fait nous contraindre dans ces moments à fort enjeu. Et donc, la confiance, elle vient aussi, euh, je, je parle de cette relativité, elle vient aussi du niveau de doute qu'on a sur nous-mêmes et des peurs qui nous assaillent dans les moments à fort enjeu. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui, quelque part, se travaille. Alors, je dis, il y a un niveau de compétence technique à avoir, mais il y a un niveau de compétence mentale à avoir aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver aux Jeux Olympiques sans avoir travaillé mentalement, sans avoir développé un niveau de compétence mentale, c'est-à-dire une capacité à absorber, à comprendre et à absorber les peurs qui sont sous-jacentes et qui pourraient venir vous déstabiliser. Donc là encore, la confiance, c'est un peu un mot valise, mais la question c'est, OK, par rapport à quoi j'ai envie d'avoir, je dois avoir confiance? Par rapport à quel moment est-ce que mon niveau de confiance doit être plus élevé que mon niveau de doute pour être capable de franchir l'obstacle? Parce que si on devait définir la confiance, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est qui sont les gens qui ont confiance? Chacun a peut-être sa définition. Moi, la mienne, elle est simple, elle est de dire continuer d'avancer malgré les obstacles. C'est ça pour moi la confiance. C'est notre capacité à avancer malgré les obstacles. Alors, les obstacles peuvent être immenses ou tout petits. Tant qu'on avance, c'est que quelque part, on a l'énergie, c'est-à-dire la confiance, on a l'énergie qui permet d'avancer. Alors, comment faire pour développer ou enfin, augmenter ou cultiver ce niveau d'énergie qu'on pourrait appeler la confiance, c'est-à-dire le niveau qu'il y a entre les doutes et la confiance, le niveau supplémentaire qui va nous permettre de passer par-dessus les doutes. Donc, vous voyez, la confiance, c'est peut-être juste ça, sur tout ça. Donc, comment passer au-delà de ces doutes et donc faire grandir sa confiance? Je pense que d'abord, le regard sur soi-même est important, c'est-à-dire l'évaluation qu'on a de ses forces et de ses faiblesses. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'on a, si on se regarde de manière négative, c'est-à-dire on va regarder ses faiblesses, ses manques, on va quelque part s'auto-saboter en faisant ça. Par contre, si on regarde ses forces et qu'on est exigeant sur ses forces, tout en étant indulgent sur ses faiblesses, on va potentiellement arriver à créer ce petit différentiel qui va nous permettre de passer au-delà des doutes. Et puis, il y a le regard des autres aussi. Si vous recevez plus de ce qu'on appelle les strokes positifs que de strokes négatifs, il y a de fortes chances donc d'encouragement, de félicitations, de strokes positifs, encouragement, félicitations. Même quand on parle, dans le monde de l'entreprise, on parle de primes, bref, de reconnaissance, quoi, qui vient féliciter votre capacité à avoir progressé. À ce moment-là, vous pouvez passer au-dessus. Donc, mais si vous recevez plus de strokes négatifs, c'est-à-dire de doutes, de peur de la part de l'extérieur, de l'environnement, donc l'environnement a vraiment un intérêt. Donc, si vous recevez plus de strokes négatifs que de strokes positifs, il y a de fortes chances que ça dégrade votre niveau de confiance. D'accord ? Donc, soit, c'est un peu ce qu'on travaille aussi dans le sport, on va chercher à être hermétique à l'environnement. Alors, dans l'environnement, si c'est le coach, c'est sûr que un reproche d'un coach est plus impactant qu'une menace d'un adversaire. Parce que le coach a vraiment, à nos yeux, une importance capitale et on va chercher chez lui à se rassurer, un peu de reconnaissance et de la confiance. L'adversaire, on sait que c'est son job de nous faire douter et de nous attaquer sur nos faiblesses, par exemple. Donc, on ne va pas le percevoir de la même manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi être hermétique en partie, hermétique aux agressions extérieures pour calmer notre niveau de doute et là encore, augmenter, faire le différentiel sur notre niveau de confiance. Donc, vous voyez, la confiance, c'est vraiment quelque chose de très relatif qui se construit donc dans le temps. C'est pour ça qu'on ne naît pas champion, mais on ne construit pas sa confiance dans le temps. On la construit
à travers quelque part l'interprétation, le décodage qu'on fait de nos expériences, bonnes et mauvaises, notre éducation, à travers les valeurs qu'on a pu avoir, au travers des exemples qu'on a autour de nous, au travers des gens qui nous accompagnent et qui nous permettent d'y arriver, et puis au travers du regard qu'on porte sur nous. Est-ce qu'il est bienveillant, positif, stimulant, ou est-ce qu'il est sous prétexte d'être bienveillant, en fait, il n'est pas stimulant du tout, il nous impose ou il nous auto-sabote, il nous impose à nous, comment dire, il nous confronte au statu quo, quoi. Au lieu de franchir l'obstacle, il nous dit non, pas tout de suite, tu n'es pas prêt. Bon, et ben là, ce n'est pas un regard qui va nous permettre de créer de la valeur et d'avancer. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça démontre encore une fois que la confiance, ça se travaille. Il y a des compétences techniques, effectivement, que tu évoques qui sont nécessaires à la pratique du sport, mais il y a aussi cette construction de la confiance au fur et à mesure. Alors, il y a un autre point qui m'a marqué dans ton parcours, c'est que tu as pris ta retraite à 26 ans. Et en fait, la question que je me pose, c'est, et j'avais posé cette question à Paul-Henri Mathieu, donc tennisman, je lui ai dit, mais toi, quand tu as arrêté, tu as réfléchi l'après ou pas du tout? Et lui m'avait dit, écoute, pas vraiment. Et c'est vrai que tu as une espèce de soufflet énorme juste après une carrière de sportif. Et après, tout l'enjeu, c'est de savoir rebondir. Donc, toi, on l'a vu, tu as fait énormément de choses depuis. Donc, comment tu as construit cet après? Et est-ce que tu l'avais imaginé comme ça? Alors, je ne l'avais pas imaginé comme ça. Et je l'ai construit en 2 temps. Le premier temps, je m'étais donné 5 ans pour voir quel métier j'allais pouvoir faire après ma carrière sportive. Pendant 5 ans, j'ai essayé plein de métiers, plein de choses. J'ai été salarié, j'ai travaillé pour mes sponsors, j'ai travaillé dans de la com, de l'organisation d'événements, du développement de matériel. J'ai été consultant, donc en extérieur, notamment pour les médias. Et puis, j'ai été créateur d'entreprise. J'avais créé une start-up. Voilà, j'ai vu un peu, enfin, je dirais, j'ai vu plein de choses. Et toujours plutôt orienté monde de l'entreprise parce que c'était là que je trouvais, enfin, c'est là que j'avais envie d'aller. J'avais pas forcément envie, et ça c'était clair pour moi, de rester dans le monde du sport, d'entraîner ou d'être, comment dire, moniteur de ski, parce qu'en fait ça c'était mon plan B si le plan A marchait pas. Et donc ça l'est toujours aujourd'hui. Preuve en est que voilà, tant qu'on avance, voilà. Mais c'est bien d'avoir un plan B. Moi je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet d'avancer en étant plus libre d'esprit. Et donc, ça, c'est la première partie. J'y suis allé pour voir. Et quand on y va pour voir, on voit. Mais ce n'est pas parce qu'on voit que derrière, le déclic arrive. Et en fait, au bout de ces 5 ans, j'ai tiré, comment dire, une leçon où j'ai pris conscience d'une chose qui a été fondamentale pour la suite. C'est que je me suis dit, en fait, ça fait 5 ans que je cherche un métier. En réfléchissant en fait comme les gens qui ont des diplômes. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Si tu as un diplôme, ça t'ouvre des métiers, ça t'ouvre un métier ou enfin, un secteur d'activité, ça t'ouvre sur des entreprises potentiellement, et sur des jobs, des emplois, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Et je suis en train d'essayer de recréer tout un tas de me créer voilà, des expériences ou des compétences qui pourraient potentiellement me permettre d'aller faire un métier. Mais c'est nul de réfléchir comme ça parce que, en fait, je ne serai jamais au niveau. C'est nul de réfléchir comme ça parce que, en fait, c'est la négation totale de la richesse ou de la valeur que j'ai pu créer pendant ma carrière sportive. Donc, au lieu de me dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie comme métier, avec des diplômes que je n'ai pas, j'ai changé en fait la question. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Parce que moi, je n'ai pas de diplôme, mais j'ai des médailles. Et mes médailles reflètent plutôt une expérience qu'une expertise. Et du coup, en changeant la question, d'autres réponses en fait ont apparu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Idéalement, moi, j'aime être dehors, j'aime bouger, j'aime rencontrer des gens. Je n'ai pas envie d'être dans un bureau. Je ne veux pas être salarié parce que je voyais bien que ce n'était pas le truc qui me plaisait. Je voulais être indépendant. Je voulais
Je voulais faire des trucs qui s'appuient sur ce que le sport m'avait transmis. Je voulais transmettre à mon tour. Je voulais, voilà, je- comment dire, je voulais pas avoir de compte à rendre. Voilà. Et donc, à partir du moment où ça a été clair, j'ai su quelle expérience j'avais envie de vivre. Et j'ai inventé en fait le métier qui allait avec cette expérience. Alors, ça m'a amené à faire au début du conseil, du coaching, des formations, former des managers et ensuite à faire et aussi à faire des conférences. Et à un moment donné, j'ai recentré mon activité uniquement sur les conférences parce que c'est là que j'avais le plus de valeur ajoutée et que c'est l'exercice qui me plaisait le plus. Donc, ça a pris encore 5 ans, voire même 8 ans. Allez, 8 ans. Ça a encore pris 8 ans pour arriver à me dire, parce que je ne fais maintenant que des conférences. Voilà, et depuis, c'était en 2008 quand j'ai décidé ça. Euh, donc, depuis 12 ans, je m'éclate dans ce métier-là. Et ce qui est génial, c'est que voilà, je viens de basculer dans une sorte, ce que j'appellerais une diversification de ça en sortant des masterclass. Alors, on va parler après de la masterclass que tu viens de sortir. Avant ça, en fait, tu disais, je suis conférencier en entreprise. Tu as fait, je crois, plus de 1000 conférences, donc, ce qui est encore une fois champion olympique pour les conférences. La question, en fait, c'est quel est le message que tu cherches à faire passer? Et c'est vrai qu'on voit souvent des sportifs intervenir en entreprise pour partager justement leur expérience. Tu parlais avant de la confiance en eux. Toi, c'est quoi le message que tu essayes de faire passer? Ouais. Alors déjà, tu as raison, tu dis 1000 conférences, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais en fait, j'en ai fait un métier. C'est-à-dire que je ne viens pas en entreprise pour raconter ma vie, puis après je repars faire un autre métier, enfin parce que j'ai un autre métier. Non, moi j'en ai fait un métier. Donc ça veut dire que j'ai une méthode, j'ai un process, j'ai une façon de faire, j'ai une façon comment dire, de préparer l'intervention, de réaliser l'intervention, de suivre derrière mes clients. Bref, euh, c'est un métier. Il y a des basiques, il y a des fondamentaux à ce métier-là et j'en ai fait donc voilà le cœur de mon métier. Et c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que j'en suis arrivé après 12 ans, enfin un peu plus, parce que j'ai commencé les conférences il y a plus longtemps que ça, mais il y a 12 ans que j'en ai fait une activité principale. Mais tout ça pour dire que si je suis arrivé à plus de 1000 conférences, c'est parce que il y a un process, parce qu'il y a une méthode, d'accord? Et il y a une méthode aussi, comment dire, de développement de l'activité. C'est pas ah bah tiens, on m'appelle parce que non, il y a là encore, hein, c'est un métier, une manière, c'est-à-dire il y a une manière de comment dire, de concevoir, de commercialiser et de promouvoir, de vendre et de réaliser une offre. Voilà, c'est ça un métier quelque part. Et donc je me suis penché sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je viens, enfin, quel est le sens en fait de ce métier? Qu'est-ce que je viens raconter en fait en entreprise? Ben, tout simplement, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'on ne naît pas champion, on le devient, mais on ne le devient pas parce qu'on a des qualités physiques, techniques, mentales, qu'on a un coup de bol, qu'il y a le hasard, on a les moyens, on a un environnement autour, il y a des gens qui font que. Non, on le devient d'abord et avant tout parce qu'il y a un état d'esprit qui fait qu'on va saisir les opportunités là où les autres les regardent passer. C'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit qui est un peu particulier, qui ne s'appesantit jamais sur l'échec, qui ne se positionne jamais dans une situation de victime, alors que voilà, on n'a pas forcément les résultats qu'on voudrait. C'est un état d'esprit qui est assez proactif. C'est un état d'esprit qui est un peu particulier. Et ce que je viens partager en entreprise, c'est la nature de cet état d'esprit. C'est de dire aux gens que cet état d'esprit est universel, c'est-à-dire que tout le monde y a accès sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, de milieu social, d'âge, etc., etc., mais évidemment de genre, etc., etc. Tout le monde a accès à cet état d'esprit-là et que par conséquent, ce que j'ai fait dans mon domaine, tout le monde peut le faire. Il suffit de comprendre quels sont les ressorts de cet état d'esprit et surtout de voir en quoi
la motivation qui est la nôtre peut être stimulée par la mise en place de certains principes qui font que derrière, moi, en le faisant dans mon domaine, ça m'a permis de réussir et que chacun peut le faire dans son domaine et ça peut lui permettre de réussir. Donc, vous voyez, c'est une question d'état d'esprit et de motivation et que ces choses-là ne se décrètent pas ou ne sont pas l'apanage de personnes qui seraient chanceuses parce que bien nées, par exemple, mais ce sont des choses qui se construisent et des principes qui se mettent en place dans la vie de tout un chacun. Alors, tu vois beaucoup d'entreprises, on a dit à peu près 1000 conférences, et en fait, je te cite, tu dis « Les entreprises qui vont réussir sont celles capables d'offrir à chacun un lieu d'épanouissement ». Ouais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Et si oui, est-ce que tu as des bons exemples d'entreprises aujourd'hui qui offrent ce cadre un petit peu privilégié que toi, tu décris en fait comme étant nécessaire à la réussite d'une entreprise? Alors, ce n'est pas le cas partout et je vais vous dire en quoi une entreprise peut être un lieu d'accomplissement. À mon sens, évidemment, à mon sens, ça repose sur trois choses. La première, c'est le projet de la boîte. Est-ce que la boîte a un projet, une vision et quelque chose qui donne, euh, quelque chose qui donne du sens et à un intérêt collectif. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que cette boîte a un projet à l'intérieur duquel, moi, en tant que salarié, j'ai envie de me projeter? Est-ce que ce qu'elle va faire, ce qu'elle réalise au quotidien, me permet de dire, ben ouais, je suis fier d'être là et je suis fier de contribuer à ça. Est-ce que la pierre que j'apporte, c'est-à-dire l'énergie, l'intelligence et le temps pour lequel je suis payé, j'apporte à cette entreprise, a pour moi du sens. Maintenant, je sais que pour mon collègue de droite et celui de gauche, ça sera peut-être le sens qu'il donne sera peut-être différent. Il n'empêche qu'on a tous intérêt à ce que ça ait du sens pour nous. Donc, c'est le projet. C'est le projet, mais c'est aussi les valeurs. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient qui fait que une entreprise peut être un lieu d'accomplissement. C'est qu'à partir du moment où elle a une vision d'un avenir qui a du sens et des valeurs dans lesquelles chacun peut se reconnaître, évidemment, dans lesquelles chacun peut se reconnaître et donc peut puiser une certaine fierté d'être là pour à la fois réaliser quelque chose de stimulant, d'enthousiasmant, mais dans un cadre éthique qui correspond aussi à ses propres valeurs, je dirais que c'est un lieu d'accomplissement, mais ce n'est pas tout. Il faut le troisième ingrédient. Et le troisième ingrédient, il est managérial, il est lié à chaque personne, et cet ingrédient-là, c'est la cohérence. Et cette cohérence, c'est quoi? C'est est-ce que entre ce qu'on vise et les valeurs que l'on décrète, on est cohérent? Est-ce qu'on fait ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait dans le cadre des valeurs éthiques dans lesquelles on s'est inscrit, on a décidé de s'inscrire? S'il n'y a pas de cohérence, l'entreprise, tout s'écroule. L'entreprise ne peut pas être un lieu d'accomplissement. C'est-à-dire que si un manager ou plusieurs managers te disent, nous, on a une certaine éthique, et puis derrière, les mecs, ils font à l'inverse de ce qu'ils affichent, ça détruit totalement en fait la cohérence du système, de l'organisation. Et c'est ce qui fait que le truc peut s'écrouler. Alors, je vais te donner un exemple. Et je ne vais pas chercher très loin. Je vais prendre la dernière entreprise pour laquelle j'ai fait une conférence. C'était la semaine dernière. C'est une entreprise qui s'appelle Proman. C'est du travail intérim. C'est une boîte familiale. C'est intéressant cet exemple parce que c'est une boîte familiale qui a été fondée il y a une trentaine d'années, il y a 30 ans, par un gars qui s'appelle Roland Gomez, qui avait un CAP de chaudronnier. D'accord? Aujourd'hui, il a une boîte qui pèse 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, 30 ans après, dans le travail, dans l'intérim. Le gars est parti avec un CAP de chaudronnier. Il est toujours à la tête de son entreprise, mais il ne la dirige plus, c'est son fils qui la dirige, la deuxième génération. Et figurez-vous qu'à 3 personnes, ils détiennent 100% du capital de la boîte. D'accord? Et ces gens-là, en fait, incarnent la culture de la boîte, c'est-à-dire incarnent les valeurs
et sont totalement inscrits et impliqués dans les valeurs de la boîte, qui est une boîte qui, quand on voit la vitesse à laquelle elle se développe, parce qu'elle s'est développée par croissance externe, ils viennent d'acheter une entreprise aux États-Unis, ils commencent à s'implanter dans le monde entier. C'est quand même le 4e acteur français et c'est le premier groupe familial en Europe et dans le monde. Ils sont vraiment très bien placés. Et devant, c'est que des entreprises qui sont des entreprises cotées en bourse. Et ce qui est fantastique dans cette entreprise, c'est que le patron est là et vous voyez si lui, il est toujours en phase entre le projet de la boîte et les valeurs qu'il prône. Et quand vous voyez que c'est toujours en phase, il y a une énergie, il y a un sentiment d'appartenance des équipes. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer 50 des top managers France de la boîte. Et on voit qu'il y a un sentiment d'appartenance. Et pour le coup, là, on voit qu'effectivement, cette boîte, incarnée telle qu'elle l'est, est un lieu d'accomplissement pour les gens parce qu'ils savent où ils vont. Ils savent que la promotion interne, et ils m'ont raconté des gens qu'ils ont recrutés tout en bas de l'échelle et qui sont arrivés à des niveaux de management très élevés, à gérer des comptes de résultats très importants, et tout ça par l'ascenseur interne. On voit que c'est un lieu effectivement d'accomplissement. Le projet, les valeurs et la cohérence implacable entre les deux. Et quand il y a ça, et c'est ce qui est fantastique dans ces boîtes familiales, cette cohérence donne une puissance, donne une dynamique. Et on voit les gens qui sont fiers, ils portent la boîte, ils portent cette entreprise, ils en sont fiers parce que pour eux, c'est un espace, c'est un lieu d'accomplissement, c'est un espace d'aventure et de conquête, c'est un lieu d'accomplissement à l'intérieur duquel ils trouvent leur voie. Et là, moi, je dis bravo. Effectivement, toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et je dirais plus les entreprises sont désincarnées, c'est-à-dire gérées par des fonds de pension, par exemple, des fonds de pension américains. J'ai rien contre, parce qu'il y en a avec qui ça fonctionne très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont désincarnées. Plus les entreprises sont désincarnées, plus il est difficile de faire vivre cette cohérence. Ouais. Et donc, plus il est difficile pour l'entreprise, enfin pour le salarié, de trouver dans l'entreprise, dans l'aventure, parce que d'abord, il a l'impression d'être un numéro, il ne sait pas où il va, il ne sait pas si ce qu'il fait a vraiment de l'importance. Eh bien, plus il est dans cette situation, moins l'entreprise est un lieu d'accomplissement. Autrement dit, choisissez bien la boîte dans laquelle vous allez travailler. Alors justement, dans le fait de bien choisir la boîte où tu as envie de travailler, on parle beaucoup de crise en ce moment, on parle de licenciement et toi, tu parles en fait de rebondir après la crise et tu viens de lancer ta masterclass là-dessus. Donc la question que j'ai envie de te poser, j'aime beaucoup ton exemple de la boîte familiale où la personne est partie de rien et a construit cette espèce de success story à 3 milliards. Comment t'inspires, toi, justement, les particuliers pour que, au lieu de se dire « Ah ben non, il n'y a pas d'avenir, c'est compliqué, c'est difficile et tout ça », eh ben, ils se disent « Moi aussi, j'ai envie d'être l'homme à 3 milliards ». Alors, déjà, je vais parler de la master. Qu'est-ce que c'est qu'une masterclass? Parce que c'est vrai qu'on peut… voilà, c'est un phénomène un peu de mode ou en tout cas de société qui a éclos en France par rapport au confinement. En fait, d'un coup, les gens sont allés sur Internet et se sont dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et on commençait à voir qu'effectivement, on voit voilà, on peut se former et la masterclass en fait est une forme de canal de formation. Mais il est très particulier. C'est la particularité de la masterclass, c'est que c'est comme son nom l'indique, master class. Donc, c'est une classe qui est donnée par quelqu'un qui a à la fois une expérience et une expertise de haut niveau dans son domaine et va la modéliser et la partager ou la faire partager avec des particuliers. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la masterclass s'adresse aux particuliers. Moi qui avais l'habitude de m'adresser aux entreprises et qui, à chaque fois que je m'adresse aux entreprises, j'ai des gens qui viennent me dire « Edgar, c'est génial, mais
comment, si mes enfants étaient là, si ma femme écoutait, si mes amis, j'ai des copains, ils sont dans la merde et s'ils pouvaient écouter et tout. Et moi, j'étais un peu malheureux pour eux parce que l'entreprise me rémunérait pour faire une conférence pour ses équipes, mais je ne pouvais pas m'adresser aux enfants d'eux, à l'épouse, aux amis, etc. Et la masterclass, en fait, le permet. Et donc, c'est là que je me suis dit, c'est génial. Donc, il va falloir que je trouve, la bonne façon de m'adresser. Et ce que j'ai trouvé assez génial dans la masterclass, c'est que je peux, à travers des vidéos, c'est la première chose, faire partager mon expérience et aussi amener un peu de théorie, parce qu'il en faut. Ça permet à chacun de se dire ouais, mais ce qu'il a fait lui, ça ne s'applique pas à moi. Quand on apporte un peu de théorie, on s'aperçoit que c'est tout à fait transposable et surtout des outils. Et la masterclass, elle permet dans les vidéos d'aborder les outils, mais elle permet aussi de télécharger un cahier d'exercices sur lequel on retrouve les outils où chacun peut finalement travailler et faire son propre, sa propre évaluation personnelle, son propre travail personnel pour finalement passer cette transition qui est la crise. Et donc, j'ai bâti une masterclass effectivement qui s'appelle Comment rebondir après une crise, en prenant dans ma carrière de sportif un épisode un peu clé qui est les 3 dernières années de ma carrière où j'étais champion olympique. 1 an après, je me suis blessé, j'ai tout perdu. Et 2 ans après, je suis redevenu champion du monde et j'ai mis un terme à ma carrière. Et donc, de cette crise-là, j'en ai sorti 3 étapes. Une première qui est de dire, je suis inscrit dans une spirale infernale, il faut chercher à comprendre pourquoi, pour l'arrêter, pour l'endiguer, pour la stopper. Ensuite, cette crise, je me suis blessé, donc je suis en crise. Cette crise vient stresser les faiblesses ou mettre en stress les faiblesses, les failles de mon organisation, de ma façon de faire. Donc, il faut reposer des fondamentaux. Et quand ces fondamentaux sont reposés, il va falloir repartir en conquête. Vous voyez ? Donc, ça, c'est les 3 grandes phases que j'ai identifiées et qui s'inspirent évidemment de modèles de théories existantes, notamment les travaux d'une psychologue américaine qui s'appelle Elizabeth Kubler-Ross, qui a travaillé sur la courbe du deuil, qu'on a traduit en entreprise par la courbe du changement. Mais j'amène un petit peu plus en amont de la courbe du deuil toute la phase de tu es au top, mais finalement, tu rentres dans la spirale infernale. Et comme c'est une phase de déni, c'est une phase que tu ne vois pas. Et donc, j'ai voulu amener les gens à identifier, comprendre à partir de quand tu rentres dans la spirale infernale et si possible, si tu en prends conscience, de l'arrêter avant que la crise n'éclate. Parce que la crise, elle n'éclate pas par hasard. Elle éclate quand tous les ingrédients sont réunis pour qu'elle éclate. Voilà, il n'y a pas de hasard à ça. Et puis après, il y a les fondamentaux et puis après, repartir en conquête. Et ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas conçu une masterclass pour les gens dépressifs. Ce n'est pas une masterclass qui s'adresse, c'est vrai, à des gens qui sont en burn-out. En tout cas, ce n'est pas la masterclass qui peut permettre d'un coup faire renaître des gens qui sont en burn-out. Par contre, pour des gens qui sont en burn-out, ça peut être comment dire, un outil, une aide. Ça peut être une aide pour des gens qui coachent aussi, des indépendants qui coachent. Ça peut être une aide pour des gens qui ont envie de soutenir d'autres personnes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne, une vision assez globale de tout le processus pour revenir au meilleur de soi. Et donc, ça s'adresse aux gens qui, au fond, se questionnent sur leur avenir, et voire même sur l'avenir. Et comme moi, je suis convaincu que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais que cet avenir-là se construit au quotidien, se construit chaque jour, eh bien, la masterclass va permettre de donner une vision et d'amener non pas des réponses, mais d'amener une manière de réfléchir, une méthode de réflexion pour se forger ses propres réponses. Parce que
dans quel avenir toi tu vas être, dans quel avenir chacun peut se projeter, dans quel avenir moi je me projette, ça nous appartient. Donc, ce n'est pas moi qui vais t'apporter les réponses. Par contre, je peux, à travers cette masterclass, t'aider à trouver les solutions qui vont te permettre de. Et comme je le dis dans la masterclass, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de bonne ou de mauvaise solution. Mais par contre, il y a un état d'esprit qui va faire que demain, on va trouver des solutions qui vont nous permettre de. Et évidemment, ce n'est pas en s'apitoyant sur son sort, ce n'est pas en se positionnant en victime de la crise, même si la crise, on l'a subie tous. Si je parle de la crise sanitaire, tous, on est plus ou moins impactés. Elle vient stresser nos fondamentaux, hein, nos failles et les faiblesses de nos organisations, de nos modèles de pensée, de nos modèles même de vivre. Si par exemple, vous avez vécu à crédit, puis que là, d'un coup, vous vous retrouvez au chômage partiel, bah, c'est sûr qu'il y a un problème. Enfin, je veux dire, la crise vient mettre notre trésor, vient challenger notre trésor. Et c'est comme ça. Et donc, si demain, on ne veut pas se retrouver dans une situation extrêmement critique, il faut reposer des nouveaux fondamentaux financiers. C'est valable pour une entreprise comme pour un individu ou une famille ou un couple, hein, ce que j'ai en train de dire. Donc, je ne vais pas amener des réponses parce que je pense que c'est d'abord une question d'état d'esprit et qu'il faut retrouver cet état d'esprit et cet élan de dynamique, parce que la difficulté d'une crise, c'est que bien souvent, elle nous empêche de réfléchir de manière un peu rationnelle. C'est l'émotionnel qui prend le pas. Et donc, voilà pourquoi moi, j'ai souhaité créer cette masterclass. Elle a ça de particulier qu'elle amène des anecdotes, du vécu, elle amène un peu de théorie et elle amène les gens dans de la réflexion personnelle, de la pratique. Alors, ce que je vois, c'est un état d'esprit ultra positif, ce qui est top effectivement dans cette période. Je voulais te remercier en fait, Edgar, parce que j'ai passé un super moment avec toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite tout le meilleur effectivement pour la masterclass et pour la suite. Merci beaucoup. Et à bientôt sur la masterclass. Salut Edouard.